Bonjour à tous et bienvenue sur Semicolon et bon retour pour ce troisième tutoriel sur l'apprentissage de l'éditeur Unity. Aujourd'hui, comme on l'a vu durant le premier épisode, on va se concentrer sur tout ce qui se touche aux animations et à l'animator. Donc on commence tout de suite, on est sur l'éditeur et on va donc se focaliser sur à la fois l'animator, qui est donc ici, on retrouve le petit exemple qu'on avait fait durant la première vidéo, ainsi que la fenêtre d'animation. On va faire un peu de clean pour s'y retrouver plus facilement. Et on va aussi donner quelques petites définitions pour s'y retrouver un peu plus. Donc on va commencer par voir tout d'abord les animations. Donc on peut voir ici dans ce contexte que en fait les animations sont regroupées dans ce petit carré de 4, donc ici. On va durant cette vidéo ne pas parler des avatars masques parce que c'est un sujet un peu plus complexe et ça n'a pas grand intérêt pour cette vidéo d'apprentissage. Par contre on va parler des trois premiers composants. Donc les animateurs contrôleurs, les animateurs contrôleurs override et les animations. Donc on va commencer tout de suite par l'animateur, donc on va en créer un qu'on appellera test et on va supprimer l'ancien en même temps. Donc qu'est-ce qu'un animateur contrôleur? C'est justement ce qu'on voit dans la fenêtre animator. C'est notre machine à état fini qui va justement représenter nos animations. De la même façon, les animateurs contrôleurs override, hop, test override, ce sont aussi des animateurs dans le sens animateur-contrôleur. Par contre, ce sont des animateurs qui vont override. Donc ça a une notion d'héritage un peu comme on aurait dans la programmation classique lorsqu'on hérite d'une classe. C'est-à-dire qu'on va hériter de la hiérarchie de nœuds que l'on va créer dans notre animator. Et ce qu'on va pouvoir faire dans cette override, ça sera justement changer nos animations. Un cas simple, ce serait par exemple, si vous avez un humain et un orc, vous allez avoir le même animateur contrôleur. Par contre, les animations seront différentes. Peut-être que votre orc marchera de manière différente. C'est même d'ailleurs presque sûr. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre animator de mouvement et on aura un override pour les humains et un override pour les orcs. Donc, voici pour les deux animators. Et finalement, les animations. Donc, c'est ce qu'on appelle des clips. Donc là, il est vide et si on vient ici, on voit qu'il n'y a rien dedans, mais on verra un peu plus tard dans la pratique justement comment on crée cette animation et comment ça se comporte. Donc voici pour les explications basiques de ces composants. Maintenant on va vraiment venir dans l'animateur et expliquer un peu les différents nœuds. Donc on va voir tout d'abord les trois nœuds principaux, donc qui sont les trois nœuds d'entrée on va dire, et de sortie aussi. Donc on a le entry, c'est tout simplement par où notre animateur va arriver quand on va lancer notre jeu en fait. On va forcément arriver d'ici. L'exit, comme le nom l'indique, c'est lorsqu'on va sortir de notre animator. Et l'AnyState est un peu particulier, c'est-à-dire que si on a une condition, donc par exemple, imaginons qu'on ait un nœud ici en petit, hop, on va, pour pas nous mettre de confusion, en faire un deuxième, donc qui serait animation 1, et que l'on crée une transition entre le AnyState et l'animation 1, si on a cette transition qui est la condition de cette transition qui est satisfaite, on va passer par cette animation 1, puisque on est dans un AnyState. Ça veut dire que l'animateur ne se soucie pas de où on est. Dès lors qu'on satisfait une condition, on va passer par ce nœud un peu spécial qui va du coup nous rediriger vers animation 1. Pour le nœud exit, c'est un nœud tout simplement qui va permettre de sortir de l'animator. Donc dans notre cas ici, on va tout simplement arrêter l'animation. Mais on va le voir juste un petit peu après, on peut faire des substate machines. Et comme on peut le voir, on retrouve exactement la même hiérarchie de nœuds basiques dans ces substate machines. Pour l'instant, on va l'effacer pour ne pas se perdre. Et donc, on va justement voir les transitions. Donc, on va enlever celle-ci, on va plutôt faire une transition pour pas se confondre entre deux animations. Donc, imaginons qu'on a notre animation 1 et notre animation 2. Voilà. Donc, notre entry a ce qui s'appelle une default entry transition. C'est-à-dire que si aucune condition n'est satisfaite, donc par exemple ici, si on ne peut pas aller dans ce nœud là, alors on se dirigera ici, parce que c'est ça fait basique, c'est si on arrive, on est obligé d'avoir un endroit où aller en fait, depuis l'entry, puisque l'entry n'est pas vraiment un nœud d'animation. Comme on le voit, il n'y a pas de champ ici pour glisser un clip.
Donc voici pour l'animation default. Et ensuite on va voir les animations vraiment au sens animation behavior. Donc c'est-à-dire que comme on peut le voir, on va le créer ici et enlever celle-ci. Entre l'animation 1 et l'animation 2, il y a une transition. On voit dans cette transition qu'il y a plusieurs petits paramètres qu'on va venir détailler après. Et ce qui va se passer, c'est tout simplement que lorsque l'on aura fini de jouer notre animation 1, on va passer sur notre animation 2. Donc ça, c'est la forme la plus basique. Maintenant, on va voir les paramètres. Donc le fait d'avoir un exit time, justement, oblige l'animation 1 à être finie avant de jouer l'animation 2. C'est tout simplement, par exemple, si vous voulez que votre personnage saute dans une première animation, puis fait une espèce de flexion des jambes, par exemple, quand il retombe au sol, on va vouloir que notre animation de saut soit complètement finie avant de faire cette flexion. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une transition, et on va mettre un exit time pour être sûr que notre animation 1 est terminée. Justement, l'exit time ici, et aussi la transition duration, c'est ce qui va un peu jouer sur comment s'enchaînent ces deux animations. Ça s'appelle un blend, en fait, comment Unity va blender ces deux animations pour essayer d'avoir un effet cohérent. Donc on le verra un peu après justement aussi dans la pratique. On va faire un petit peu de clean de nouveau pour pas se perdre. Et maintenant qu'on a vu du coup les transitions, on va voir les substate machines. On va rentrer dedans. Donc par exemple, on va avoir cette substate machine qui s'appellera mouvement, qu'on va mettre ici. Et on va créer ici un script, justement comme je l'ai dit, on pourra avoir un run, un idle et un walk. Donc ce n'est pas la meilleure manière de faire, puisque pour ce genre de choses on utilisera plutôt des blends, mais de la même manière on ne va pas en parler ici, comme vous voyez on peut faire des blend trees, et en fonction de certains paramètres ça pourrait être mieux utilisé que ce qu'on est en train de faire actuellement, mais là c'est vraiment pour comprendre comment s'articule un peu tout ça. Donc l'entry serait de manière assez logique sur l'idle. De notre idle, on passerait en walk, et de notre walk on passait en run, et de run on repassera à walk. Voilà, tout simplement. Donc maintenant justement, vous vous demandez peut-être comment on fait pour avoir ces fameuses conditions. Donc comme vous voyez ici, on ne va pas parler du concept de layer, c'est un petit peu plus avancé et c'est pas nécessaire dans un premier temps. Par contre, ce qui est essentiel, ce sont les paramètres. Donc on va supprimer ça qui a été mis à cause de mon blend tree. Et on va justement venir faire tout simplement un petit clic sur ce plus et pouvoir choisir entre ces quatre paramètres d'animation. Donc dans notre cas par exemple, un bool qui permettrait de savoir si on est en train de walk. Et un bool pour permettre de savoir si on est en train de run. On pourrait aussi voir une autre manière de le faire avec plutôt un float qui serait un speed et justement définir si on est en train de marcher ou de run en fonction de certaines valeurs. Donc pour garder les choses simples ici, on va juste se contenter d'avoir ces booléens walk, run et venir les attacher. Donc dans notre idle, on va dire que la condition pour passer de idle à walk est justement que walk soit true. Et la condition pour passer de walk à run est que la condition run soit true. Et inversement, lorsqu'on quitte run, c'est que nous ne sommes plus en run, et lorsque l'on quitte walk, c'est que nous ne sommes plus en walk. À false. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que vous voyez, ici on a un exit, mais on ne va pas pour autant venir sortir de cet exit, venir relier, par exemple, comme ça. Puisque on est un peu dans une espèce de machine à état fini qu'on ne veut pas quitter en fait, puisque le mouvement de notre personnage sera tout le temps là. Donc on va tout simplement rester dans ce mouvement. Maintenant, on va voir les interactions avec notre SMB. Donc comme vous voyez, là l'entry est tout simple et il passe dans l'idle. Ce qu'on pourrait essayer de faire, donc ça n'a plus grand sens, mais c'est pour comprendre un peu mieux ce qui se passe. Ici on pourrait avoir un state default et mettre notre transition par défaut sur default. Et c'est default qui viendrait sur idle. Et on va voir que sur l'entry ici, on va faire la même chose. Donc ce n'est pas grand intérêt, c'est tout simplement pour montrer comment marchent les transitions avec les substate machines.
Vous voyez, lorsque l'on va prendre cette transition et qu'on va la drag and drop et cliquer sur mouvement, on va nous proposer plusieurs choses. On va nous demander si on veut une transition vers l'un des états que l'on a définis avant. Donc comme vous voyez, run, idle, walk et default. Mais aussi sur la state machine, tout simplement mouvement. Si l'on fait ça, ce qui va se passer, c'est que là, on va arriver tout simplement dans le entry. Donc on va passer par le default. Par contre, si on enlève cette transition, et que l'on transitionne directement sur un state, donc par exemple l'idle, on va revenir dans notre mouvement, et on voit que ce nœud, en fait, c'est le nœud qui représente la machine au-dessus de mouvement, donc ici c'est le base layer, et en fait, on a une transition directement qui vient ici sur l'idle. Donc voilà pour les substate machines. On va aussi maintenant voir les behaviors. Donc on va créer un nouveau script qui s'appelle state behavior. On va aller dans notre projet et on va l'ouvrir. Donc on va le voir un peu plus en détail dans la pratique, mais justement là ce qu'il faut savoir c'est que, un peu à la manière d'un mono behavior justement d'Unity, oups, il faut pas que j'enlève le commentaire, on va avoir des overrides qui vont être appelés à certains moments. Donc dans notre cas, on a trois grandes fonctions qui nous intéressent. On va laisser les deux fonctions en dessous sur le onAnimatorMove et onAnimatorIK. Et on va se concentrer sur les trois premières. Donc, cette fonction onStateEnter va être appelée comme le nom l'indique lorsque l'on rentre dans un state d'animation, c'est-à-dire, on revient ici, imaginons que on clique sur Default, quand cette transition va être terminée et que l'on va arriver sur Default, on va appeler le onStateEnter. Lorsque l'on va quitter de la même manière, on va appeler le onStateExit. Et lorsque l'on va rester dans cette animation, ça veut dire que cette animation va se jouer, on va avoir de manière périodique, comme le update de MonoBehavior, le onStateUpdate qui va être appelé. Hop, on va redescendre ça. Donc, on va faire un peu de clean maintenant pour revenir sur des bases plus simples. Et on va parler des animations. On revient donc dans notre scène et on revient sur la fenêtre d'animation. Donc comme vous le savez, on l'a déjà montré, on a ce composant animateur sur lequel on va pouvoir glisser notre test. Et on a cette animation justement où l'on va pouvoir créer un clip. Donc là on va venir voir comment on fait. Donc on va tout simplement faire create, ça va nous proposer de le mettre à un endroit, on va mettre clip 01, on va l'enregistrer. Et on a cette fenêtre d'animation qui vient se créer. Donc on va pas venir en détail sur savoir comment ça marche, on le verra dans la pratique avec un exemple très simple, mais on va avoir accès aux propriétés ici de l'objet sur lequel notre animateur se trouve. Donc comme vous voyez, on a accès à notre script auto puisque il est en tant que composant sur notre GameObject. On va avoir accès au cube puisque c'est un objet enfant de notre GameObject, ici. Et on va avoir accès à notre transform, tout simplement. Donc on va pouvoir tout simplement ajouter une propriété. Et comme on peut le voir, ça crée cette propriété ici. Donc on verra ça un peu plus en détail après. Et le deuxième concept intéressant, c'est la notion d'event. Comme on peut le voir, si on appuie sur ce petit event ici, on a cette petite languette qu'on va pouvoir déplacer où l'on souhaite, et une fonction que l'on va pouvoir appeler. Donc toujours pareil, on va le voir dans la pratique. Un exemple très simple de ce que l'on peut faire, mais en fait c'est très utile par exemple si l'on est en train de jouer une animation et que l'on veut que quelque chose se déclenche durant cette animation, quelque chose qui se trouve dans un script, on va pouvoir justement appeler via cette fonction, via ce champ fonction, là justement cette méthode que l'on veut appeler. Voilà, donc on va faire un petit peu le ménage et on va passer à la pratique. Donc on enlève ça et on enlève ça. On va mettre un peu de clean dans notre scène aussi. Et la pratique va être tout simplement de mettre un peu tous ces concepts pour voir comment on peut interagir avec. Donc on va créer un cube. Et l'animation va tout simplement se contenter de le faire bouger. Donc comme vous voyez, on a notre cube dans notre monde. Et afin de le voir un peu mieux, on va créer un plane. On va créer deux matériaux pour les faire... Un matériau sera suffisant pour le faire ressortir.
et on va venir l'appliquer sur le cube en faisant un drag and drop. Voilà. On va déclarer, comme on l'a vu sur notre cube, un animator, et on va créer notre animator. Voilà. Ce sera l'animator cube. Alors, il ne faut pas nommer normalement les choses comme ça, tout laisser dans le dossier asset, mais là on est dans une raison de simplicité, donc on va tout laisser ici, on va plutôt se concentrer sur la pratique. Dans notre cube, dans notre animator, pardon, on va vouloir avoir une animation qui va tout simplement le faire bouger. Donc, ce sera la move. Et on sortira de cet animator par exemple juste après. On revient sur notre scène, on sélectionne notre cube, on va sur notre fenêtre d'animation, et on va créer un clip qu'on appellera move.anim. Maintenant que le clip move est créé, on va venir ajouter une propriété afin de le faire bouger. On va donc dans Add Property, Transform Position. Comme on peut le voir de base, Unity a créé une clé à 0 secondes et 1 seconde qui en fait représente la position, comme on peut le voir ici, X, Y et Z. Donc vous pouvez le déplier ou le replier. On va cliquer sur le petit bouton ici afin de record, se déplacer à 1 seconde, et venir bouger notre cube par exemple à cette position. On arrête le record, et lorsque l'on fait play, on voit l'animation de notre cube qui se déroule. Nous avons donc fini pour la partie animation, on va le redéplacer ici, et on va se rendre dans le projet et dans l'animator. On va enlever ce scale, et comme on peut voir, l'animation move a été mise de manière automatique puisque lorsque l'on a créé le clip, il a fait la concordance entre le nom du nœud et le move. Donc tout simplement maintenant, on regarde que tout est bien mis, donc ici c'est bien mis, on part dans la scène, et on fait play. Et comme on peut le voir, notre cube bouge. Si l'on voulait que notre cube, de manière continue, rejoue notre animation, il suffit tout simplement d'aller sur le clip et de mettre loop time. Et si on fait play, on recommence de manière continue l'animation. On revient sur notre scène, et on va donc voir la notion d'animator override. Donc on va créer un animator override ici, que l'on appellera cube animator override. On enregistre. On va venir sur notre animator. Et ici on va venir préciser l'animator controller que l'on veut override. On va donc prendre cube animator et le mettre ici. Comme on peut voir ici dans l'original, il n'y a plus rien. Pourquoi? Puisque avec cette opération d'override, on va revenir ici, on va venir dans Move et on va voir qu'en fait, il a tout simplement enlevé notre animation. Donc, par exemple, dans l'exemple que j'ai donné un peu avant, il faudrait que dans notre animateur de base, on ait une manière de marcher. Donc ici, on va tout simplement mettre notre Move. Et lorsqu'on revient sur l'override, on voit que notre clip Move est ici. Et en fait, dans cet animateur override, on va dire que l'on ne veut plus faire un scale, on ne veut plus faire un move de position, mais un scale. Donc on va revenir dans notre fenêtre d'animation, en sélectionnant notre cube, et on va créer un nouveau clip, qui lui s'appellera scale. On enregistre. Et de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure, on va revenir dans la scène. On va venir ajouter une propriété transform scale. De manière similaire à tout à l'heure, si on ouvre, on voit que le scale est mis à 1 ici et ici. On va donc rentrer en enregistrement, se déplacer à 1 seconde, et dire que notre scale est maintenant à 1.2. On arrête cet enregistrement, on revient ici, et on voit notre animation se passer. On revient dans notre projet, on revient dans l'animator, on sélectionne l'animator override, et on vient mettre le scale à l'intérieur. On enregistre le tout, on revient dans notre scène, et dans notre cube. On va donc mettre dans l'animator le cube animator. Ici, on peut voir que nous avons notre animation de mouvement comme tout à l'heure. Et si maintenant on glisse l'override, on a le scale qui se passe. Donc comme on peut voir, dans l'animator override, nous n'avons pas de modification
dans la hiérarchie des nœuds, si ce n'est que l'on vient dire que l'on vient override certaines animations qui se trouvaient dans l'animateur de base. Donc ça peut être utile dans de nombreux cas. On va maintenant voir les transitions. Donc on voudrait pouvoir jouer notre move puis notre scale. On va donc ajouter un nouveau nœud, appeler ce dernier scale, glisser l'animation scale à l'intérieur et mettre une transition. Tout simplement. Donc on a notre animation move, puis notre animation scale, puis on pourrait sortir. On revient dans notre scène, on sélectionne notre cube, et on va y mettre à l'intérieur le cube animator, en s'assurant qu'on est toujours bon. On enregistre, puis on fait play. On voit donc que notre cube tout d'abord bouge, puis fait son scale. Donc on va venir un peu dans l'animator pour un peu comprendre ce qui se passe. Et comme on peut voir, pourquoi on a cet effet d'animation qui redescend très très vite, c'est tout simplement ce qu'on a vu tout à l'heure avec ces paramètres de blend. C'est-à-dire qu'imaginons qu'ici, les items ne soient plus à 0,75 mais à 1, on aurait tout simplement, en revenant sur notre scène, un effet un peu bizarre justement puisque ce blend ne peut plus être appliqué. Donc on va avoir des coupures très franches entre les deux animations. On remet donc ça, et de manière similaire, avec le transition duration. Si on le met trop haut, on va aussi avoir des effets bizarres. Donc ce n'est pas pour autant que le 0.75-0.25 est toujours la bonne solution, il faut s'adapter en fonction de l'animation que vous êtes en train de jouer, et de voir les meilleurs paramètres qui se prêtent à votre transition d'animation. On va arrêter le mode play. Nous avons donc vu pour l'instant l'animator override, les animations et les transitions. Il nous reste donc maintenant à voir les state behavior ainsi que les events. Donc on va commencer par les events puisque c'est quelque chose d'un peu plus simple à mettre en place. Sur notre cube, on a déjà notre petit script Toto que l'on va pouvoir ajouter et on va venir le modifier. Pour une question de simplicité, on va venir enlever tout ce que l'on a à l'intérieur et mettre une fonction public void Toto method. À l'intérieur, on va se contenter de mettre un message hello world. On revient dans notre scène et on va surtout aller dans notre animation. Dans notre animation de move, on va créer, comme on l'a vu tout à l'heure, un event. Comme on peut voir, on peut déplacer cet event où on le souhaite. Pour notre cas, on va le laisser au départ. Et comme on peut le voir, on a maintenant accès à la Toto méthode. Attention, point important, nous avons accès à cette méthode uniquement parce que l'animator est au même niveau que notre script Toto. On va donc faire play et se mettre sur la console. On affiche les logs et comme on peut le voir, nous avons ce log qui est joué à chaque fois que l'animation recommence sur le move. Pour finir, nous allons voir le substate machine. Avec le state behavior que nous avons déjà créé. On va rentrer à l'intérieur et on va tout simplement mettre un message ici. On enregistre. Donc, comme vous l'aurez compris, normalement, lorsque le scale commencera, nous aurons notre message. On se met donc en play et on regarde la console. Le hello world, puis le state qui s'affiche lorsque le scale commence. Donc ça peut paraître assez dérisoire comme ça de base, mais imaginons, comme nous avons vu avec ce SO, on va ouvrir ce SO, et on va ici mettre une variable. En public pour une question de simplicité. Lorsque l'on vient dans notre SO ici instancié, on pourrait mettre une valeur de 10. On enregistre. Et ce qui est fort, c'est que de la même manière que les monobehaviors, on va pouvoir venir afficher des champs ici. On pourrait donc mettre le SO, SO. Et dans notre traitement sur le hunter, dire que SO.value moins égale 1. On va d'ailleurs plutôt le mettre dans l'update afin que ce soit plus simple à voir. On le met ici et on va tout simplement afficher la valeur. On revient.
on repart dans la console et on fait play. Et bien sûr, si on oublie de référencer ce SO, ça ne va pas aller. Donc on revient ici dans le scale et on référence notre SO. On fait play. Et voilà. Donc nous sommes bien sûr spam puisque nous sommes dans un update, mais on voit bien que notre state behavior agit sur un objet du projet. Donc là, dans l'occurrence, un scriptable object. Ce qui pourrait être très utile, c'est par exemple, imaginons que cette variable représente la barre de vie de notre joueur, puisque lorsque l'on rentre dans un animator, on voudrait lui faire perdre de la vie. Ça veut dire que cette variable est bien modifiée, et donc notre UI, par exemple, qui serait connecté aussi à ce SO, sera modifié. On va donc enlever ceci, et enlever ceci. Vous avez donc vu, je pense, tout ce qui était nécessaire pour commencer à faire vos animations. Donc on a vu des concepts un peu plus avancés comme les state behavior. Ce n'est pas nécessaire dans un premier temps, mais il faut savoir justement, comme je l'avais déjà expliqué, que ça peut être utilisé dans une machine à état fini et que ça s'agit tout simplement comme une machine à état fini. On peut venir modifier notre monde, on peut venir absolument tout modifier via cet animator. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime, et je vous dis à une prochaine fois. Salut!